Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui sous la neige à Paris. Alors, ça ne tient pas encore au sol, mais ça neige bien à gros flocons. Et du coup, ils ont fermé le jardin des plantes, donc je vais m'enregistrer dans la rue. Je cours pas parce que c'est quand même très glissant, donc je marche tranquillement. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur Kamel Daoud. Ah, encore, j'en ai marre. J'aimerais bien passer à autre chose parce que c'est vraiment pas un sujet drôle. Mais bon, j'ai encore des choses à dire. Et en plus, vu que la presse française reste très discrète et en dit le moins possible pour ne pas contrarier Gallimard et puis la pensée unique, disons. Et voilà, je fais partie de ceux qui disent autre chose. Alors, tout d'abord, avant de passer au sujet proprement dit, je voudrais juste... je lis tous vos commentaires, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais il y a deux questions qui reviennent de temps en temps auxquelles j'aimerais répondre. C'est d'abord, on me demande pourquoi un Algérien n'aurait pas le droit de critiquer le régime algérien. Si, bien sûr qu'il a le droit. Enfin, je ne sais pas quels sont les droits en Algérie. C'est pas mon pays, mais dans l'absolu, disons, tout le monde a le droit de critiquer tout ce qu'il veut. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça revient à ma vidéo où je faisais la blague. On peut pas rire de tout avec n'importe qui. Et on peut tout critiquer, mais pas avec n'importe qui. C'est que, à mon sens, critiquer les Algériens depuis l'ex-puissance coloniale, qui leur a quand même fait beaucoup de mal, ça serait un peu comme critiquer les juifs ou le judaïsme depuis un parti néo-nazi allemand aujourd'hui, quoi. Ou néo-nazi tout court. Non. C'est pas de là que doivent partir les critiques. Donc, et deuxième sujet qui est revenu aussi 2 ou 3 fois dans les commentaires, c'est oui, mais pourquoi Kamel Daoud n'aurait pas le droit de s'inspirer de la vie d'une femme alors que tous les écrivains s'inspirent de la vie de personnes qu'ils connaissent ou de leur entourage ou de plus loin. Enfin, les personnages ne sont pas construits à partir de rien, bien sûr. Je sais quelque chose puisque j'ai écrit moi-même des romans et je me suis inspirée de personnages, de personnes que je connais, etc. Seulement, entre s'inspirer et tout voler d'un personnage en se procurant son dossier médical et en donnant tous les détails de sa vie, c'est pas exactement la même chose. Donc, il faut arrêter de tout confondre. On s'inspire, bien sûr. On copie, on pille, on spolie, non. Voilà. Donc, maintenant, passons à notre sujet. Alors, cette affaire de Kamel Daoud avec son roman, elle est quand même extrêmement particulière. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Bon, il y a peut-être eu des précédents, je ne sais pas. En tout cas, c'est très particulier. Et moi, quand je vois un truc comme ça, j'aime bien chercher la cause, justement. Pour ce qui est de Kamel Daoud, il y a une rafale de vent. Je me suis demandé qu'est-ce qui l'avait conduit à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire à tout reprendre de la vie de quelqu'un pour construire un personnage. Parce que normalement, la seule chose qu'il a changé, c'est la couleur de ses yeux, si j'ai bien compris. Alors par exemple, pourquoi a-t-il repris le métier de coiffeuse, par exemple, copier
sur le métier qu'a exercé Saada. Quel besoin avait-il de copier des détails aussi accessoires en fait, hein. Pourquoi reprendre le nom du lycée où elle était, etc. Un tas de détails de sa vie qu'il aurait très bien pu changer, enfin pour faire un personnage qui soit crédible puisqu'il s'inspirait, mais pas la copie conforme de quelqu'un qui en plus lui avait refusé catégoriquement de s'emparer de ces détails. Donc là je me suis dit il y a quand même quelque chose, c'est pas normal. Et je me suis interrogée sur son parcours. Alors on sait qu'il a été islamiste dans sa jeunesse, dans son adolescence. Alors on dit c'est une erreur de jeunesse. Oui, d'accord, je veux bien. Tout le monde fait des erreurs de jeunesse. Mais moi je crois surtout que quand on est adolescent, quand on est jeune et quand on se forme, c'est notre être profond qui apparaît. Si je prends mon propre exemple, mais chacun de vous a son propre exemple en tête, moi à cet âge, c'est pas l'islamisme qui me fascinait. C'était la littérature, c'était la poésie, Arthur Rimbaud, Nietzsche, la pensée, voilà. C'était ça, et c'est resté ça dans ma tête. Après, évidemment, j'ai ouvert mes horizons, mais c'est ce qui m'a formée, et c'est ce qui venait du plus profond de moi, en fait. On va là où on est, en fait. Et c'était pas une question de culture, hein, puisque moi j'étais dans une famille plus pauvre que celle de Kamel Daoud encore, hein, donc c'était pas une question d'accès à la culture, c'est juste que on va vers où on est attiré, vers où là où on est en correspondance avec son être profond. Et donc cet islamisme, comme je l'ai déjà dit en parlant de son appétence pour les différentes formes de fascisme, je crois que pour les femmes, pour son rapport aux femmes, ça a dû le marquer aussi. Parce qu'en tout cas, ce qu'on voit, c'est que donc après avoir laissé tomber l'islamisme, plusieurs années après, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et une grosse amende pour cause et blessure sur sa femme. Il a frappé à coups de bâton, et donc il a une si grosse condamnation, j'imagine. C'était pas juste un petit coup sur... Déjà pour faire ça, c'est pareil. Il faut quand même avoir un fond assez effrayant. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas se rattraper par la suite, mais ce qu'on voit, c'est que loin de se rattraper, il a continué ses méfaits envers les femmes en s'en prenant, comme je l'ai dit hier, à Saada, d'une façon que je dirais volontairement, délibérément mauvaise. Je vois pas pourquoi il aurait mis tous ces détails s'il n'y avait pas une intention de faire mal, que son intention soit consciente ou inconsciente. Après, je pense qu'il est pas assez idiot pour faire ça inconsciemment, mais peut-être que je me trompe et qu'il est assez idiot pour le faire inconsciemment. Enfin, peu importe. En tout cas, il l'a fait. Donc il l'a fait, et il ne s'est pas arrêté là. Et non, il y a encore un attentat sur les femmes, une autre forme d'attentat qu'il a commis sur les femmes.
c'est que sur tous les plateaux de télévision en France, où il est reçu comme un roi, il insulte les Algériennes en fait, en prétendant qu'elles ne sont pas éduquées, qu'elles sont mariées à 18 ans, qu'elles sont enfermées à la maison. Ce qui est évidemment faux. Et pourquoi fait-il ça? Bien sûr pour servir les gens qui attendent qu'ils disent ça, parce que c'est leur intérêt politique. Mais quand même, comment peut-il dire ça alors que sa propre femme est psychiatre d'ailleurs? Parce que pour conclure cette obsession féminicide, sachant que le féminicide, c'est pas un mot récent, hein, et ça voulait dire déjà il y a longtemps soit tuer, soit blesser des femmes. Blessé, et là c'est des blessures, il a été condamné pour cause des blessures, et puis la deuxième fois c'est des blessures psychiques, hein. Autant sur Saada que sur toutes les Algériennes et par ricochet sur tous les Algériens qui sont évidemment blessés par ces diffamations en fait. Et donc j'ai trouvé qu'il avait écrit un essai qui s'appelle « Le peintre dévorant la femme » et dans lequel il parle avec émerveillement du meurtre qui peut être au cœur de l'amour, dans lequel il vante le fait que le peintre immobilise la femme sur la toile. C'est peut-être pour ça que je bouge en marchant, je refuse d'être immobilisée. Je parle en marchant, je veux dire, voilà. Et puis il exprime en fait le désir de couper la tête d'une femme en traversant sa clavicule avec un pénis géant. Donc en la traversant de part en part, si bien que elle n'est plus qu'une tête séparée de son corps. Voilà des fantasmes assez inquiétants. Alors bon, moi j'ai rien contre le fait d'écrire des fantasmes assez inquiétants, tant que ça reste des fantasmes. Mais ce qu'on voit avec ce qu'il a fait, c'est que c'est pas resté des fantasmes. C'est très grave. Et cette obsession féminicide qui passe très bien parmi l'intelligentsia française, parmi les privilégiés, parmi ceux qui s'appellent les élites, ceux qui ne sont pas du tout des élites, et ceux qui font leur loi sur le marché de la littérature, qui est devenu un marché bien sûr, plus que jamais. Et ça leur va très bien en fait. Donc l'obsession féminicide, elle se retrouve chez tous les puissants, comme l'obsession colonialiste en fait. Ces gens, ils sont puissants, pourquoi? Parce qu'ils ont écrasé les autres. Et ils ne sont pas devenus puissants comme ça du jour au lendemain de par leur qualité, ou en tout cas c'est extrêmement rare. Ça arrive mais c'est très rare. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrasé tout le monde, et en particulier ceux qui sont plus faciles à écraser, donc soit des étrangers qui sont en situation de faiblesse par rapport à eux, qui n'ont pas les mêmes armes pour lutter, les mêmes réseaux, soit bien sûr les femmes qui sont toujours plus ou moins mises à l'écart de la société, ou alors intégrées, mais à certaines conditions, déjà des conditions de soumission, et puis quand elles ne sont pas soumises, elles sont combattues par ces milieux-là, plus que jamais. Ça se voit en ce moment où les femmes tâchent de se libérer, et où elles font l'objet de beaucoup d'attaques. Alors, ce qui me désole ici un peu aussi, c'est que les femmes françaises qui sont féministes ne songent pas à avoir un regard sur ce qui s'est passé là. Alors elles ne sont peut-être pas informées
sûrement, puisque l'information est très succincte. Mais bon, quand même, moi personnellement, ça aiguise ma curiosité. Je suis une femme, je défends les droits des femmes, je vois ça. Bon, en plus, j'ai une histoire personnelle avec ce genre de problème, comme je l'ai évoqué dans ma première vidéo, pour être honnête, pour que vous sachiez d'où je parle. Donc évidemment, j'y suis particulièrement sensible, mais quand même, en tant que femme, je pense que toutes les femmes devraient être sensibles à ça. Et voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi sous la neige qui continue à tomber. Et puis, je vous dis à bientôt, en espérant qu'on abordera un autre sujet. Salut!